Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre votre émission consacrée au livre sur la RTB, c'est écrit. Ce soir, nous sommes avec un auteur qui n'est plus à présenter, Yacouba Traoré. La semaine passée, il était venu nous présenter son ouvrage « Un monde de murs et des pas murs, confidence publique à une consoeur de Dakar », un essai littéraire publié aux éditions CEPRODIF cette année. Et dans la première partie de l'émission qu'il nous a gratifiée la semaine dernière, il a beaucoup insisté sur un peu son opinion de cette époque, le XXIe siècle, mais en comparaison avec le XXe siècle et finalement, la conclusion à laquelle certainement notre auteur arrive, c'est un désaveu du présent. Yacouba Traoré, on va aborder la seconde partie de votre livre et dans la seconde partie, vous revenez un peu sur le journalisme. Vous êtes dépité par le fait que le journalisme a cessé d'être une profession noble aujourd'hui, un peu comme un métier aux abois. Véritablement, ce dont il est question dans cette deuxième partie que j'ai intitulée Pris à partie. Oui, pris à partie, les pas mûrs, parce que le roman, effectivement, c'est deux parties. Des vertes et des pas mûres. Voilà, c'est comme des vertes et des pas mûres. En fait, il s'agit de faire un tour d'horizon de toutes les méchancetés, en tout cas les plus significatives, qui ont été faites à l'encontre du journalisme depuis les années 1700, depuis le XVIIIe siècle qu'on appelle le siècle des Lumières. Et puis de dire à ces gens-là, de dire à ces méchants-là, ce que c'est que véritablement le journalisme. Et puis leur dire que ce métier-là, ce n'est pas un métier par défaut. Parce que qui sont ces gens-là? C'est généralement la classe des intellectuels et ceux qui se présentent comme tels, qui regardent le journaliste un peu d'en haut, avec une certaine condescendance, comme si c'est quelqu'un qui a raté, en fait, dans la vie. Puisque avant, quand quelqu'un échouait dans beaucoup de choses, on dit, mais fais du journalisme. Voilà. Comme si, en fait, la profession était consacrée aux tarés, à ceux qui ont échoué ailleurs. Donc, c'était l'occasion pour moi de leur dire, moi, je n'ai pas de complexe. J'ai rêvé d'être journaliste. Dieu merci, je le suis devenu. Et je n'envie pas un médecin, je ne sais pas moi, un astrophysicien, un agrégé en quoi. Non, je suis journaliste et ça me plaît bien. Voilà. Justement, dans cette seconde partie de votre ouvrage, vous avouez avoir perdu la raison au sens de l'objectivité. Ici, nous sommes dans un monde de pas mûr, comme vous l'avez dit, ce qui reste à parfaire. Mais est-ce que c'est votre sentiment aujourd'hui que, quelque part, les journalistes sont des moins que rien? C'est ce que certains intellectuels pensent. Vous savez, au XVIIIe siècle, c'était d'abord les écrivains. Si vous voyez ce que les écrivains, les philosophes, ce que les Diderot, les Rousseau, le grand Rousseau, le contrat social, les Voltaire, on dit du journalisme, c'est effarant. Ensuite, au XXe siècle... Il y a l'abbé de Fontaine également. L'abbé de Fontaine, voilà, ce qu'il a subi, bon, qui était considéré comme le père du journalisme, ce qu'il a subi, mais c'est effarant. Vous remontez un peu vers le XXe, la situation ne s'arrange pas. C'est comme si les hommes politiques ont pris le relais, n'est-ce pas, des écrivains et puis des philosophes. Regardez ce que Mitterrand, le grand Mitterrand, a dit en 1993
À la mort de son ami Pierre Bérégovoy. Son premier ministre, son ancien premier ministre qui s'est suicidé. Il dit aucune explication au monde ne peut justifier qu'on ait livré au chien l'honneur d'un homme et finalement sa vie. Mais il a eu sa réplique. Il a eu sa réplique par PPDA lors de la garden party du 14 juillet suivant, qui lui a demandé « Monsieur le Président, les chiens, c'est qui ?» Bien sûr, à l'occasion, ses chiens n'avaient pas de nom. Voilà, mais voilà, tout le monde savait c'était quoi. C'est parce que cette affaire de pot de vin de Patrice Pella a été révélée par le Canard enchaîné. Voilà, pense que c'est le Canard qui a poussé le Mitterrand qui dit ça. Mitterrand qui dit ça. Je vous fais l'économie de tout ce que les Mélenchon, machin. Bon, là aussi, ça va. Si tu es vivant, ça oui, va. Et dans le livre, vous racontez un peu cette anecdote que vous avez vécue avec un ancien camarade d'école, un promotionnaire qui est aujourd'hui enseignant-chercheur dans une grande université dans la capitale burkinabé. Et lorsque vous vous êtes rencontrés, vous vous écrivez que lorsque vous vous êtes rencontrés, il vous pose la question « mais qu'est-ce que tu deviens ?» Dites « je suis enseignant de journalisme ». Et finalement, c'est comme s'il avait quelque chose... Oui, contre les journalistes. Oui, c'est comme s'il m'a demandé pourquoi. Qu'est-ce que vous leur apprenez là-bas? Pourquoi sont-ils aussi arrogants? Pourquoi sont-ils suffisants? C'est une occasion pour moi. Je prends prétexte de cet échange-là avec cet enseignant-chercheur pour dire véritablement ce que c'est que le journalisme. Et donc, vous estimez que ce qui peut paraître comme de l'arrogance est parfois de l'impertinence. C'est de l'impertinence. Et ce qui peut paraître comme de la légèreté est parfois peut-être une façon de titiller. Oui. Et parce que, vous le dites, vous racontez également l'anecdote avec Norbert Zongo, où lors d'une rencontre de la CEP, la Société des éditeurs privés, Norbert Zongo a été interpellé par Blaise Compaoré qui dit « mais c'est vous l'indépendant ?» Il dit « oui, est-ce que vous me connaissez ?» Norbert Zongo qui répond « oui, monsieur le président, je vous connais. » Je crois vous connaître puisque vous êtes le président du Faso. Oui. Non, ça, c'est par rapport à certains propos de journalistes. L'impertinence, l'insolence, ça ne veut pas dire l'invective. Il ne faut pas insulter, il ne faut pas manquer de respect, mais fais ton boulot. Est-ce que ça empêchait Norbert Zongo de faire son travail? Il a fait son travail correctement. Il y a un autre exemple. On se rappelle, à l'époque, il est même revenu dans son journal, dans un éditorial, où il a expliqué que c'est parce que Blaise Compaoré est président de la République qu'il parle de lui. Le jour où il cessera d'être président de la République, il n'épuisera un seul mot. Je voulais vous donner un autre exemple. J'aime bien cet exemple-là. Vous voyez, le fondateur du journal, le premier directeur de publication du journal Le Monde, Hubert Beuve-Méry, il avait un surnom, Cyrus. Et il a d'ailleurs eu maille à partir avec De Gaulle. Avec De Gaulle. C'est De Gaulle qui a créé Le Monde. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un journal qui s'appelait Le Temps. Il était accusé de collaboration avec l'occupant nazi. Et quand il y a eu la libération, on dit « allez, ce journal-là est ferme, on crée un autre journal ». Et il a créé Le Monde et il a confié à Hubert Beuve-Méry, qui s'est fait surnommer Cyrus. Mais à chaque fois que De Gaulle intervenait publiquement, à chaque fois, Cyrus prenait sa plume et critiquait De Gaulle. Ça agaçait De Gaulle. À son propos, De Gaulle a dit « j'aime ceux qui me résistent. J'aime ceux qui me résistent. Malheureusement, je ne les supporte pas. » Et Cyrus, à la fin de ses jours, a dit de Gaulle, c'était un grand homme, c'était intéressant de se bagarrer avec lui. Et quand De Gaulle
a quitté le pouvoir à la suite des événements de mai 68, Cyrus a rangé sa plume. Il n'a plus écrit. Vous voyez? Il y a une expression qui me plaît, qui est utilisée par Édouard Ouedraogo souvent, le directeur de l'Observatoire. Il parle de devoir d'ingratitude. Accordez-nous ce devoir d'ingratitude. Parce que la vie démocratique a besoin de ça. Elle a besoin de presse libre. Elle a besoin que la parole du journaliste soit une parole libérée. Vous voyez? Donc souvent je donne ces deux exemples-là pour que les gens sachent en fait ce que c'est que véritablement, n'est-ce pas, ce métier. Et donc, dans cette partie, vous revenez un peu sur une sorte d'histoire abrégée du journalisme, oui, avec Émile Zola. Oui, bien sûr. On va écouter un extrait avec Vincent Tiendrebéoué, puis on revient okay, dans le débat. Les journalistes du XXIe siècle doivent d'ailleurs rendre hommage aux grands penseurs et aux hommes de lettres des 3 siècles précédents, Yatou. Ils leur doivent une fière chandelle, car malgré les perpétuelles récriminations qui fusent de leur milieu depuis le XVIIIe siècle, ils sont en réalité les véritables fondateurs du journalisme moderne. En effet, le journalisme tel que pratiqué de nos jours fut pensé par les philosophes du XVIIIe et porté sur ses fonds baptismaux par les écrivains du XIXe. Au nombre de ces derniers figure l'un des plus grands auteurs du réalisme littéraire, Émile Zola. Zola n'était pas qu'écrivain Yatou. D'ailleurs, son nom est à inscrire au panthéon des pères fondateurs du journalisme, car ce métier lui doit énormément. C'était un éminent journaliste. Il était imbu de la noblesse de ses missions et ne cessait de louer ses vertus. Dès 1886, à 26 ans, il animait 2 chroniques littéraires et artistiques dans le journal L'Événement et écrivait des articles dans plusieurs autres publications, dont Le Figaro. Zola n'était pas qu'écrivain. C'est le précurseur aussi. Bien sûr. Quand il écrit Germinal même, on sent le journaliste. Germinal, ce n'est pas un roman ordinaire. C'est vrai que déjà son courant littéraire, le réalisme littéraire, ça flirte quelque part avec la matière journalistique. Quand dans Germinal, Zola décrit le Coran, il décrit les conditions de travail des mineurs dans les mines du nord de la France. Il parle de la création des premiers syndicats, mais c'est carrément un journaliste. C'est un documentaire, en fait, qu'il réalise. C'est vrai que le documentaire est à cheval entre le journalisme télé et puis le cinéma. Mais il y a un peu de journalisme dedans. Certains les appellent même les films du... Voilà, c'est le cinéma du réel, le documentaire, vous voyez. Et moi, quand je lis Germinal, au-delà de la dimension littéraire, puisque c'est un roman le récit se déroule sur 9 mois, d'où le titre Germinal, qui veut dire germination, grossesse, ainsi de suite. Et au bout de 9 mois, quelque chose va naître. C'est ça la dimension littéraire du roman, quelque chose de positif, la révolte, ainsi de suite, une nouvelle société, un nouveau monde. Mais au-delà de ça, c'est carrément le travail d'un journaliste de télévision. Oui. C'est le travail d'un journaliste de télévision. Vous nous évoquez aussi, dans cette histoire du journalisme, de ceux qui peuvent être des modèles identificatoires dans la profession. Vous nous évoquez le cas de cette dame qui a longtemps servi comme correspondante à la Maison-Blanche. Oui. Hélène Thomas. Oui. Plus de 57 Bien ans sûr. sans discontinuer. Oui, il a connu pratiquement tous les chefs d'État depuis Kennedy. Oui. Une dizaine de chefs d'État. Bien sûr, c'est Trump qui n'a pas connu. Il a même connu Obama. Oui. Et ce qui est intéressant dans l'évocation de cette anecdote, Yacouba Traoré, c'est que dans ce métier, les gens se respectent entre eux, ce qui n'est pas souvent le cas aujourd'hui. La dame venait chaque fois à des conférences de presse, elle avait sa place. Bien sûr. Et on lui accordait toujours la première question. Le conférencier, quel qu'il fût, qui qu'il fût, tous les présidents américains dont il a couvert la conférence,
lui donnait la parole pour poser la première question. Oui, donner la parole pour poser la première question. Et c'est quoi ce qu'elle dit qui est intéressant? Oui, oui. Je ne prends jamais de vacances parce que l'actualité ne part pas en vacances. Je ne prends jamais de vacances. L'actualité dimanche, samedi, c'est quand les jours se reposent que vous devez travailler. L'actualité ne prend pas de vacances. Moi, je ne prends pas de vacances. Et elle ne partage jamais en vacances. Et finalement, ce qui vous a amené vers la fin du livre à partager cette opinion de Laurence Haïm, qui était correspondante de iTélé en 2014 à Washington, et qui avait été reçue par Laurent Riquier dans son émission On n'est pas couché. Et Laurence Haïm qui estime que le journalisme, ce n'est pas que seulement une profession, c'est une façon de... Voilà, parce que j'ouvre cette deuxième partie par le regard, la définition de la profession par certains courants, certaines écoles de sociologie. Par exemple, l'école fonctionnaliste, qui est très rigoureuse, l'école interactionniste, l'école mobilisation collective. Pour certaines, si on voit la définition qu'ils ont de la profession, le journalisme n'est pas une profession. C'est du fourre-tout, machin. C'est le lieu où les gens ont échoué. Voilà. Il y a même cette définition de 1880 du dictionnaire français des professions. Cette définition du journalisme, formulée sous forme de questions-réponses. Le journalisme est-il une profession, oui ou non? Et la réponse est non. Car ce qui constitue une profession, c'est qu'on s'y prépare. Et une fois la préparation terminée, on l'embrasse. Et ça continue, ça dit ceci. Or, dans le journalisme, il n'y a ni apprentissage, ni certificat, ni diplôme. Il suffit d'être agréé par le rédacteur en chef. Fermez les guillemets. Vous voyez, on considérait à l'époque que le journalisme n'était pas une profession. D'où la réponse de « mais c'est quoi une profession finalement ?» Laurence Haïm, qui est du reste devenu, qui est dans l'équipe de communication de Macron actuellement, avait répondu en son temps « non, ce n'est pas une profession le journalisme, c'est plus qu'une profession, c'est un choix de vie. » Voilà, c'est plus qu'une profession. On n'embrasse pas le journalisme. Monsieur Kindo, on se marie avec le journalisme. Mais on veut bien vous croire, Yacouba Traoré, mais aujourd'hui, quand on regarde aussi dans la profession, il y a des brebis galeuses qui peuvent ternir l'image de tout un ensemble d'hommes et de femmes, oui, comme il y en a de bonne foi. C'est vrai que c'est un métier assez délicat, mais je pense que les choses sont bien organisées. Voilà. Il y a ceux qui ont choisi de faire le journalisme en ne se laissant pas faire. Il y a ceux qui ont choisi, parce que c'est une profession ouverte. Hein. Voilà. Il y a ceux qui ont choisi de faire le journalisme pour servir certaines parties ou certains partis. Il y a tout. Voilà, c'est une profession qui est ouverte. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le journalisme dans son essence. Dans son essence. C'est quoi le journalisme? Voilà. Le journaliste n'est pas un griot. Le journaliste n'est pas un chien. C'est pas non plus un loup. C'est pas non plus un loup. Le journaliste a un stylo. Si tu as une plaie, peut-être tant pis pour toi. Vous savez... Est-ce qu'il a vocation à retourner la plume dans la plaie? Non, on a l'habitude de dire, voilà, et voici des gens qui nous signalent que des trains qui viennent en retard. Le journaliste n'est pas le conducteur du train. C'est quelqu'un qui est responsable de ce retard. Et le rôle du journaliste, c'est de servir le passager qui attend ce train. On l'accuse d'avoir un goût immodéré pour le scandale. Mais le journaliste, ou le sensationnel, c'est pas, excusez-moi, je vais utiliser un terme, il n'est pas à l'origine de ce bordel-là. Si ça crée un certain dysfonctionnement de la société, il est obligé d'en parler.
Voilà. Sans oublier que le journaliste est dans la société. Il est dans la société. Et là, je profite pour me parler de certains secrets. Voilà. Je vois plein de séminaires éthiques et déontologie. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Si le journaliste connaissait 3 secrets, le secret du droit privé, le secret d'utilité publique et les secrets d'intérêt particulier, et ça à quoi il doit toucher, à quoi il ne doit pas toucher, on n'a pas besoin d'organiser une semaine de séminaire, machin, pour... non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, je dis à mes étudiants qui aspirent à venir à la télé, regardez le journal de 20 heures. Tout ce qui passe comme image, c'est toléré. L'espace public n'est pas une zone de non-droit pour les caméras de la RTV, ni de BFM ou bien de choses. Les gens sont des droits. Si vous filmez quelqu'un, la vendeuse de galettes là, elle dit je ne veux pas qu'on me voie aux 20 heures. Si vous le passez, vous n'avez pas raison. Chaque citoyen a droit à la protection de son image. Chaque citoyen a droit à la protection de sa vie privée. Il y a des choses aussi que le journaliste doit connaître. Vous voyez? Est-ce que le journaliste, comme l'a dit David Pujadas, le jour où il quittait le plateau du 20h, après avoir servi le public 17 ans, sans discontinuer, aux 20h de France 2, il dit qu'il estime avoir donné à voir sans dire ce qu'il faut penser. Est-ce que c'est ça la posture du journaliste, ou bien le journaliste peut se muer aussi en idéologue? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il y a de ces donneurs de leçons. Il a dit en d'autres termes cet adage qui court le milieu journalistique qui dit que les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. En fait, c'est comme ça que moi je comprends sa chute de départ de France 2. Oui, il faut faire la nuance entre les deux. Il y a les faits et il y a la mise en perspective de ces faits-là. De toute façon, l'un n'existe pas sans l'autre. Vous savez, le journaliste, il doit avoir 4 profils. Un journaliste digne de ce nom, il est ordonnateur. Parce que sa première mission, c'est de mettre de l'ordre dans le désordre de l'information. Qu'est-ce que je sélectionne? Comment je les organise? Je commence par qui? Il est ordonnateur. Il est pro-médiateur. Il sert de courroie de transmission entre le pouvoir public et le public. Et ça doit aller dans les deux sens. Ça doit aller dans les deux sens. C'est pourquoi je dis les médias de service public. Excusez-moi, peut-être que je vais fâcher un peu mon ministre. Ce n'est pas un outil de communication gouvernementale. Je suis désolé. Les médias de service public, ce n'est pas un outil de communication gouvernementale. On a dit communication, on n'a pas dit information. Je suis désolé. Il fait un moment où l'émission la plus chouchoutée au niveau de la RTP, c'était le point de presse du gouvernement. Là, on est à côté de la plaque. On a faussé notre rôle de médiateur. Ce rôle qui doit être aussi bien ascendant que descendant. C'est important. Troisième profil, le journaliste, c'est un pédagogue. Il doit être un bon pédagogue. Parce que sa mission aussi, c'est de traduire en plus simple ce qui est difficile à être compris par son public. Une sorte de si vous partez à vous partez à une activité que vous devez couvrir, vous n'y comprenez rien. Vous allez à l'Assemblée, on parle de projet de loi. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un projet de loi. Écoutez, vous voulez que votre téléspectateur comprenne quoi? De la nécessité de la spécialisation. Le journaliste, c'est ça aussi. Le journaliste, c'est quoi aussi? Le journaliste, c'est le commentateur.
Parce que les informations n'ont pas les mêmes valeurs. Les journalistes sont Oui. les concurrents Et aujourd'hui. Les réseaux sociaux, oui, par exemple. bien sûr. Oui, il faut faire la nuance. Moi, il n'y a pas... Ça m'engage, parce que je ne vais pas rentrer. Il n'y a pas de journaliste en dehors d'une rédaction, de mon point de vue. Il n'y a pas d'activité journalistique. Tu ne peux pas animer une page Facebook et puis t'asseoir dans ton petit coin et dire que tu es journaliste. Non. Parce qu'il ne faut pas que les médias classiques aussi se laissent battre. Aujourd'hui, si tu dis que tu es télé, tu es radio, machin, si tu n'es pas sur la toile, tu n'existes pas. Parce que le téléspectateur, je prends le domaine de la télé, le téléspectateur de 2018, ce n'est pas le téléspectateur de 1968. Ce n'est plus un téléspectateur, c'est un téléacteur. Il ne se contente pas d'ingurgiter. Il veut regarder et puis réagir. Il veut télécharger et puis regarder là où il veut, quand il veut. C'est un chef de programme en miniature. Vous voyez? Donc, faisons attention. Et donc, les réseaux sociaux, les médias sociaux se sont invités à nos rédactions. Ce n'est pas un handicap. C'est une difficulté, mais faisons-en une force. Faisons-en une force. Regardez, les choses évoluent, surtout dans ce milieu-là. Regardez la démission du ministre français de l'écologie. Nicolas Hulot. Nicolas Hulot. C'était où? C'est sur une radio. C'est sur une radio. Vous avez vu les images? Avant d'avoir informé le président de la République. Là n'est pas le problème, là ça l'engage. Moi, c'est qu'il a fait une déclaration, il a donné une interview dans un studio radio. Mais toutes les chaînes de télé ont eu les images. Est-ce que si on fait une interview à Radio Burkina, on peut avoir les images, je veux dire à la radio? Ça donne à réfléchir. On ne raisonne plus en termes de support. Support papier, support... Non, c'est en termes de terminal. Oui, le support est dématérialisé. Voilà. Yacouba Traoré, ce qui est intéressant pour terminer, c'est la poésie qui transcende pratiquement toute votre œuvre. Ce livre, je veux dire, comme pour dire qu'apparemment à l'origine, c'est le poète avant d'être l'écrivain. Non, moi je ne suis pas poète. Non, je ne suis pas poète. Mais je reconnais par contre que dans la plupart des formes de communication, machin, il y a une sorte de musique. Dans l'art, il y a de la musique. Que ce soit du cinéma que tu fais, que ce soit un roman que tu écris. Parce que c'est quoi même la définition de littérature? La littérature, c'est écrire de la plus belle manière. C'est comme, voilà, tu me donnes de la bouche, en fait, de l'or. Écrire de la plus belle manière une expression, un sujet, ainsi de suite. Donner tout. Ouais. Donc, à travers ce tout-là, il y a non seulement le sens, mais il y a aussi les sonorités, la musique, des mots. Et ça, c'est extrêmement important. Mais je n'ai pas la prétention de me réclamer poète. Non, non, je ne peux pas être poète. Merci d'être venu partager votre passion de la littérature et du journalisme avec nous. Personnellement, je me suis retrouvé avec votre ouvrage, que j'estime un des meilleurs parmi les Burkinabés qui réhabilitent le journaliste. C'est un sentiment personnel. Et comme je suis autorisé à la fin de donner aussi mon sentiment personnel, je le dis sans embâche. Je le respecte. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour ce numéro de cet écrit. Merci de votre attention à cette émission et à la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.